Alors bonjour, bienvenue à cette présentation de l'Institut de la copropriété du Québec. Mon nom est Jean-François Lavigne, architecte. Donc, tout à l'heure, nous avons discuté de l'importance d'avoir une portée des travaux claire, ne serait-ce que pour procéder à un engagement de professionnels qui sont vraiment les bonnes personnes pour vous assister et vous accompagner. Et une fois que c'est fait, on a vu qu'il fallait faire préparer des plans et devis. Évidemment, tous les types de travaux ne sont pas sujets à la préparation de plans et devis. Parfois, on peut n'avoir qu'un seul devis. Il faut vraiment préciser ce qu'on veut faire. Alors, s'il s'agit de travaux d'enveloppe, probablement qu'il y aura plusieurs sous-traitants spécialisés, donc il y aura un entrepreneur général. Donc, ça prend des documents assez complets. Si on ne fait des travaux que de rafraîchissement, je donne un exemple, on veut peinturer les corridors communs, remplacer les tapis, peut-être remplacer certains luminaires, mais à ce moment-là, on pourrait s'en tirer avec un devis. Il n'est peut-être même pas nécessaire de faire des plans. Donc, les instruments qui sont à développer et à préparer par les professionnels sont toujours à être ajustés à la portée des travaux. Également, on me demande quelle est la différence entre des plans de structure et des plans d'architecture. C'est un bon point. Souvent, les gens ne font pas la différence. Les plans d'architecture vraiment montrent des espaces, montrent des matériaux, montrent des interventions sur des matériaux. Les plans de structure vont montrer, dans le fond, des calculs, vont montrer des éléments structuraux, vont les dimensionner. Je peux peut-être vous amener dans un exemple de dessin de construction qui sont faits par des ingénieurs en structure. Des notes sur plan, donc c'est un devis sur plan. Et ici, on a un plan de structure. On peut voir qu'en structure, c'est très schématique. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'un projet d'ajout d'un escalier extérieur d'issue sur un édifice en copropriété qui n'était pas pourvu de 2 issues. Donc, vous pouvez voir que les dessins de structure sont très schématiques, mais il y a des informations essentielles relatives à la construction. Par exemple, on voit le long des colonnes, la dimension, le type d'acier. On voit que les contreventements sont dimensionnés, les poutres sont dimensionnées. Pour le reste, en ce qui a trait au garde-corps, le motif, le modèle du garde-corps, les hauteurs de contre-marche, de marche, les hauteurs de garde-corps, tout ce qui a trait à l'architecture, vous voyez que ce n'est pas présent parce que ça fait partie des dessins d'architecture. Alors, ce sont des dessins complémentaires, les dessins de structure et les dessins d'architecture. Quand on a une intervention qui nécessite d'avoir les deux, c'est l'architecte qui fait la coordination pour s'assurer que les dessins décrivent la même réalité là, et ne sont pas incompatibles au niveau des dimensions et ne causent pas de problème au chantier. Donc, ça, c'est pour l'exemple. Et je vais me permettre de répondre à une autre question. Alors, la question était, quels seraient les conseils pour un petit syndicat, car il est rare que leur budget permette de faire affaire avec des professionnels. Quelques trucs pour mieux s'en sortir. C'est-à-dire que l'intervention d'un professionnel devrait être toujours en fonction de ce qu'on veut accomplir. Alors, si vous voyez l'intervention d'un professionnel comme une dépense, c'est sûr que ça va vous paraître cher de dépenser quelques milliers de dollars pour avoir des conseils professionnels. Dans le fond, ce serait plutôt de voir si le professionnel vous permet d'économiser sur le résultat en mieux ciblant vos besoins et vos documents. À ce moment-là, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un instrument de contrôle. Vous payez un professionnel pour qu'il vous donne un instrument de contrôle. Et à ce moment-là, c'est plus un investissement qu'une dépense. Maintenant, le professionnel compétent ne va pas faire un gros projet avec un petit projet. Moi, je sors des devis parfois qui font 3-4 pages parce que, et il n'y a même pas de plan d'accompagnement, il y a peut-être un croquis, parce qu'on essaye toujours de coller à la réalité. Quelle est l'intervention qu'on doit faire? Si on a une porte d'entrée avec des fenêtres latérales qui sont en train de tomber ou qui sont complètement désanodisées et qu'on veut les changer, on ne fera pas le hall d'entrée au complet. Là. Donc, c'est important. C'est toujours le syndicat qui a mainmise sur la portée des travaux qui doit décider de l'étendue, dans le fond, du mandat du professionnel. Hein? Puis c'est ça aussi, le professionnel doit respecter
cette portée des travaux-là. C'est pour ça que j'en reviens toujours avec cette expression de portée des travaux. C'est la clé. C'est la clé d'abord pour engager un professionnel pour vous aider. Puis, c'est la clé également pour limiter les différences entre les soumissions. Parce que là, on aura bien ciblé. Si je vous donne un exemple, si la nouvelle porte d'entrée, on veut un système à carte, puis on a, je ne sais pas moi, on a 8 copropriétaires, ben, il faudra peut-être voir si c'est économique d'installer un système de lecteur par carte d'ouverture automatique, etc., par rapport à des choses plus conventionnelles, telles qu'un système à clé. Donc, le professionnel doit, dans le fond, vous accompagner pour essayer d'optimiser vos dépenses de construction. Alors, ceci dit, je vais passer au deuxième bloc parce qu'on a quand même des choses à couvrir. Donc, le deuxième bloc, ça comprend la vérification, l'approbation des plans et devis. On veut parler aussi ensuite de l'appel d'offres, comment ça devrait se dérouler. Finalement, comment on négocie. Par où on commence quand on veut négocier le contrat de construction avec un entrepreneur qui a déposé une soumission qui nous paraît raisonnable et justifiée. Donc, au niveau de la vérification des plans et devis, une situation que j'ai déjà observée, c'est que le syndicat, et si le syndicat avait comme conseil d'administration des experts en construction, ce serait une bonne chose. Par contre, en tant que membre du conseil d'administration, vous ne pouvez pas préparer des plans de devis, vous ne pouvez pas vous immiscer dans la job de faire la démarche complète parce que vous allez vous exposer à des critiques et peut-être même avec votre responsabilité va être engagée. Donc, c'est toujours bien d'avoir une distance entre la personne qui fait la préparation des plans de devis, qui fait le professionnel en question, et le conseil d'administration. Pour des raisons juridiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Par contre, il ne faudrait pas que cette distance-là devienne vraiment trop longue. J'ai déjà vu des situations où on mandate le professionnel au départ. Le professionnel prépare les plans et devis. On va en soumission et les prix sortent et c'est très élevé. Et là, on se rend compte que personne au niveau du conseil d'administration a véritablement compris quels étaient les travaux à accomplir, quelles étaient les contraintes d'accès au site, quelles étaient les difficultés que l'entrepreneur devait gérer. Et là, on est tout à fait surpris de constater que, dans le fond, le syndicat n'a pas exercé son droit de regard sur les plans et devis. Ça, c'est très fâcheux parce que déjà, on est avancé dans le processus, on a dépensé de l'argent, on a dépensé des honoraires. Donc, c'est important que le syndicat soit capable d'être accompagné, soit qu'il y ait un membre du conseil d'administration qui est suffisamment connaissant. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un expert en construction. Des fois, c'est quelqu'un qui a une connaissance de la gestion de projet, par exemple, pour parler avec le professionnel, puis s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, ça, j'appelle ça de l'approbation interne. Hein? C'est important qu'avant de relâcher les plans et devis en appel d'offres, que le syndicat se soit clairement fait expliquer, peut-être même traduit, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire technique, on en a parlé tout à l'heure, que le syndicat se fasse clairement expliquer la portée des travaux, puis l'étendue de ce qui s'en vient, là. Et parfois, c'est important que le syndicat ait une réunion particulière avec le professionnel pour reviser tous les plans et devis complétés là, et se les faire expliquer là, point par point, page par page, parce que les plans et devis, ce sont des documents abstraits. Il faut se les faire expliquer dans des termes simples parfois pour comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on enlève 2 étages de briques ou est-ce qu'on consolide 2 étages de briques? Pas du tout la même chose, pas du tout les mêmes risques. Ce n'est pas du tout la même étendue et le même montant non plus de la part de l'entrepreneur général. Donc, l'approbation interne, elle doit se faire. Et vous avez aussi un contexte de copropriété. Donc, vous allez possiblement avoir à décider si vous devez faire une assemblée d'information ou une assemblée générale spéciale avec un vote selon la nature des travaux. Et je m'explique. Si, en tant que conseil d'administration, les travaux que vous proposez sont des travaux de maintien d'actifs, donc, je ne sais pas moi, donner un exemple extrême, le parapet est en train de s'effondrer et les travaux consistent à le déconstruire et à le reconstruire à l'identique avec les mêmes matériaux. Bien,
selon la connaissance que j'en ai, vous n'avez pas à obtenir un vote là-dessus, parce que c'est votre rôle en tant que membre du conseil d'administration de vous assurer de la pérennité de votre bâtiment. Par contre, si vous octroyez un contrat de plusieurs centaines de milliers de dollars sans embarquer dans cette réflexion-là, l'ensemble de vos copropriétaires, vous vous exposez à la critique. Donc, vous allez probablement faire une séance d'information. Une séance d'information, il n'y a pas de vote. On explique qu'on doit faire du maintien d'actifs. On a des travaux urgents. Parfois, on a même une condition dangereuse. C'est souvent le cas quand on a un édifice en hauteur. On parle de 5 étages et plus. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez très bien inviter le professionnel à faire la présentation technique devant les copropriétaires lors de la séance d'information. La plupart des professionnels vont se prêter à ça et ça décharge le CA du fardeau d'expliquer les aspects techniques. Donc, c'est bon pour tout le monde. Après ça, c'est clair, là, on peut entreprendre les travaux. Maintenant, si vos travaux peuvent être qualifiés de transformation, par exemple, on a un dossier présentement sur la Rive-Nord où on a dû retirer complètement le fini en ciment acrylique de première génération parce que l'arrière-mur était pourri. Et après discussion, on a décidé de le remplacer par un parement de fibrociment. Bon, c'est véritablement une transformation. Ce n'est pas simplement un maintien d'actifs parce que je change de matériaux, je change l'apparence extérieure du bâtiment. J'aurai besoin d'un permis, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et là, à ce moment-là, c'est sujet à un vote je pense que c'est 2/3 des quotes-parts des copropriétaires. Donc là, vous allez devoir organiser possiblement, si ça ne correspond pas dans votre calendrier normal à l'Assemblée générale annuelle, une Assemblée générale spéciale pour qu'il se tienne un vote dans le but d'approuver ces transformations majeures-là. Et là, à ce moment-là, les aspects techniques sont d'autant plus importants qu'il faut que les gens comprennent que on ne remplace pas quelque chose de fondamentalement défectueux par la même chose. On ne peut pas juste faire du maintien d'actifs à l'identique. Donc, cette démarche-là, votre professionnel va vous aider, va vous assister, va pouvoir peut-être présenter l'aspect technique devant l'Assemblée générale spéciale. Puis, ça n'a pas besoin d'être très, très élaboré. Il peut arriver avec quelques photos. Bon, s'il y a une détérioration de l'enveloppe, il y aura eu des percements de trous exploratoires. Il y aura des photos à l'appui qui démontrent qu'on est devant un problème sérieux, qu'on a trouvé une solution ingénieuse, simple, économique pour réparer, mais on doit, puisqu'il s'agit d'une transformation, obtenir le vote des copropriétaires. Fait que vous voyez, dans le fond, le professionnel, c'est pas quelqu'un qui est étranger à la problématique de vie en copropriété. C'est quelqu'un qui doit comprendre ça, puis qui doit aussi être assisté ou accompagner le syndicat là-dedans, puis être prêt à expliquer, dans le fond, ses concepts ou ses décisions ou ses recommandations au syndicat devant l'ensemble des copropriétaires. Voilà. Donc, ça, c'est l'approbation interne. Et c'est très, très important aussi. Ça, moi, je l'ai vécu. C'est pas facile pour un professionnel de recevoir 18 courriels de copropriétaires ou de gens qui veulent discuter du projet et qui se chamaillent entre eux, hein, parce que ça peut arriver. Donc, dès le départ, moi, quand je prends un mandat, je demande qu'il y ait un interlocuteur, une personne identifiée pour être la liaison entre le syndicat et le bureau, parce que c'est très simple. On ne peut pas commencer à débattre des aspects techniques avec des gens dont les niveaux de compréhension sont très différenciés. Hein. On peut avoir des ingénieurs ou des architectes qui sont des copropriétaires. On peut avoir des gens qui n'ont pas de notion de construction, qui ne savent pas ce qu'est un solin, par exemple. Donc, à ce moment-là, c'est important que lors de la vérification interne des plans de devis, il y ait un porte-parole pour le syndicat. Ce porte-parole-là, ça serait bien que ce soit la même personne durant les travaux, parce que le syndicat va vouloir avoir une compréhension de ce qui se passe au chantier. Le professionnel, lui, il peut rapporter là, comment ça se déroule s'il a eu un mandat de surveillance, on va en parler tout à l'heure, mais aussi, c'est bien que ce que le professionnel explique soit relaté au conseil d'administration clairement, puis qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Sinon, il va y avoir des tiraillements, il va y avoir de l'anxiété.
les copropriétaires vont le savoir, vont le ressentir. Donc, c'est important là, que les copropriétaires, s'ils ont des plaintes à formuler ou des interrogations quant aux travaux, puissent clairement avoir une personne identifiée dans le CA, qui est la liaison avec l'architecte. Puis lui, l'architecte est en liaison avec l'entrepreneur général. Donc, il y a toute une façon de gérer ça pour que la vie soit agréable, pour éviter qu'un copropriétaire se mette à crier après un entrepreneur sur son balcon parce qu'il y a eu un impact négatif de poussière ou de bruit ou comme j'ai déjà vu, un bricoleur qui est rentré dans un appartement parce que la porte patio était ouverte puis il avait besoin d'aller aux toilettes. Donc, vous vous souvenez de mes conditions générales, là? Bon, toilettes chimiques sur le site, à l'usage exclusif des employés. Donc, il y a des façons de gérer ça pour éviter des conflits. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'approbation interne. Maintenant, on va parler d'approbation externe. Je suis un professionnel, architecte, je prépare des plans et devis, j'ai un projet où j'ai simplement des réparations en maçonnerie. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un permis de construction ou de transformation auprès d'une ville ou d'un arrondissement pour faire des travaux de réparation. C'est certain que si je m'échafaude, ben pas moi, enfin l'entrepreneur, si l'entrepreneur s'échafaude sur le domaine public, sur le trottoir, s'il doit stationner une nacelle ou une grue temporairement dans la rue, il va devoir aller chercher des permis d'obstruction du domaine public. Ça fait partie du travail de l'entrepreneur général. Par contre, si je suis dans un projet qui nécessite de la transformation, tout à l'heure, on a parlé d'un remplacement de parement par un autre parement, d'une autre sorte, mais c'est évident que je dois formuler une demande de permis auprès de la municipalité ou de la ville. Et là, à ce moment-là, c'est encore là important que l'architecte soit impliqué parce que c'est lui qui va comprendre la réglementation municipale, qui va préparer les documents en fonction de cette réglementation municipale-là, qui va déposer la demande de permis et qui va faire le suivi jusqu'au temps que la ville ait donné son permis. Parce que quand on dépose une demande, parfois on a des interactions avec la ville. Ils veulent des précisions, ils veulent des changements, ils veulent... Bon, voilà. Est-ce qu'un syndicat peut déposer une demande de permis? Bien, tout à fait. Le syndicat et le conseil d'administration est dûment autorisé. S'il ne l'est pas, il peut aller chercher une résolution à l'effet qui est autorisé à procéder à une demande de permis. Donc, dépendant du contexte, ça peut être le syndicat qui fait la demande de permis ou il peut demander aux professionnels, architectes ou ingénieurs, selon la nature des travaux, de s'occuper du processus de demande de permis. Donc, on a dit que pour des travaux d'entretien, on n'a pas nécessairement besoin d'un permis, mais il y a toujours une réserve dans ce que je vous dis là. Il faut toujours vérifier auprès de l'autorité compétente si on a besoin d'un permis pour faire ce qu'on veut faire. Par exemple, quand j'ai commencé dans le domaine, on n'avait jamais besoin d'un permis pour remplacer une membrane de toiture. Ça faisait partie des travaux d'entretien normal. Maintenant, à Montréal, dans les vieux arrondissements, ça prend absolument un permis pour remplacer une toiture. Pourquoi? Parce que la réglementation a changé. Le législateur a introduit des dispositions particulières sur l'IRS, l'indice de réflexion solaire des membranes de toiture, pour diminuer les îlots de chaleur. De plus en plus, c'est exigé que la membrane soit blanche. Donc, ils veulent être capables de gérer ou d'approuver les types de produits qui vont être installés sur votre toiture. Donc, ça vous prend automatiquement un permis, vous devez déposer une documentation technique. Donc, l'architecte, généralement, il va faire un plan de toit, il va positionner les nouveaux évents, les drains, il va faire un choix de matériaux, il va sortir une fiche technique, fait une demande de permis. Donc, c'est une obligation. Donc, il faut toujours s'assurer auprès de l'autorité ayant juridiction, là, en général la ville ou la municipalité, avant de procéder aux travaux, parce qu'on veut éviter un arrêt de travaux, là, un inspecteur qui passe, puis il voit des camions lettrés, puis bon, vous n'avez pas de permis, mais vous ne pouvez pas faire ça. À ce moment-là, on vous dit, arrêtez vos travaux, faites une demande de permis. Alors, là, les dessins, les documents ne sont peut-être pas prêts pour aller faire la demande le jour même. Là. Il peut s'écouler du temps. Donc, on va retarder le chantier. Ça va avoir un impact négatif, surtout si on est à l'approche de l'hiver. Donc, très important de vérifier à la source si le permis est nécessaire. Donc, là, on parle d'approbation externe. Alors, une fois que la demande de permis est faite, est-ce que je peux commencer mes travaux? On me dit souvent ça. Bien, la réponse, c'est non. La réponse officielle, c'est non, parce que vous n'êtes pas autorisé à commencer. Alors, les demandes de permis peuvent être très longues.
ma propre expérience. Nous autres, on travaille beaucoup dans les vieux arrondissements, ainsi que dans la couronne sud et dans la couronne nord. Sur l'île de Montréal, présentement, c'est très, très long. C'est normalement long et présentement, c'est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que le personnel est en télétravail. Donc, les relations, les délais d'études sont plus longs. Si on doit passer au CCU, parce que quand on transforme l'apparence extérieure d'un bâtiment, la plupart du temps, le projet doit passer au comité consultatif d'urbanisme. Et là, ça peut prendre, selon les juridictions, il y a des juridictions où le comité consultatif d'urbanisme se réunit à chaque mois. Donc, si vous manquez la date de dépôt pour l'analyse préliminaire, vous allez au mois suivant. Donc, ça peut être très long, donc il faut prévoir d'avance. Et ça, le professionnel devrait être capable de vous dire à quoi vous attendre dans les délais de présentation de documents. Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 4 mois? Est-ce que c'est 1 an? Et ça va dépendre si vous devez franchir l'étape du comité consultatif d'urbanisme ou pas. Par exemple, pour un remplacement de toiture, vous ne passez pas au CCU. Donc, c'est une approbation qui se fait au normatif qu'on appelle. Donc, je vais faire une courte parenthèse parce que la plupart des villes maintenant fonctionnent de cette manière-là. Cette semaine, on a sorti un ajout de garage sur une maison dans une petite municipalité, puis ils nous ont envoyé au CCU. Alors, parce qu'il faut dire que le comité consultatif d'urbanisme, c'est une création de la loi des cités et villes. Hein. Donc, maintenant, même les petites municipalités ont un CCU qui les conseille. Bon, alors je vais essayer de simplifier ça. La ville, en ce qui a trait au permis, c'est un monstre à 2 têtes. Le premier monstre, c'est le département des permis et inspections. C'est ce qu'on appelle le normatif. Alors, quand vous déposez une demande, il y a un préposé, on appelle ça à Montréal, un conseiller en aménagement, qui regarde la conformité de votre projet par rapport à la réglementation, zonage, construction. Et là, si vous n'avez pas besoin d'aller au CCU, il va faire suivre votre demande de permis qui va finalement être approuvée par le directeur, puis là, vous allez avoir votre permis. Ça, c'est le premier monstre. Le deuxième monstre, c'est que si votre projet nécessite des changements, je donne un exemple, vous remplacez les portes et fenêtres, c'est certain que vous allez aller au CCU. Ils vont vouloir voir le modèle de la fenêtre, le type d'ouverture, la position des volets ouvrants. Est-ce que c'est des guillotines dans les arrondissements anciens? Quelle sorte de vitrage? La couleur définie. Et ça va aller automatiquement au CCU. Et là, le CCU, c'est un environnement beaucoup plus subjectif, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que le CCU peut passer des remarques, par exemple, sur la couleur de votre brique que vous avez choisie. Il peut y avoir des membres du CCU qui n'aiment pas la couleur de la brique que vous avez choisie ou du matériau que vous avez choisi. À ce moment-là, ils vont vous dire représentez-nous le projet avec un autre choix de couleur. C'est à ce point-là. Et les CCU, en général, ne sont pas publics, donc ils sont, parce que ce sont des membres bénévoles. Souvent, les villes disent, les membres, c'est déjà lourd d'avoir des réunions de CCU, donc c'est vraiment pas transparent, ni à mon avis démocratique. Mais ça fait partie de la problématique pour obtenir un permis de transformation. Donc, vous voyez mon analogie avec le monstre à 2 têtes, c'est-à-dire si votre projet n'est pas refusé au normatif et réussit à franchir cette étape-là, il se peut qu'il soit refusé au niveau du qualitatif. Parce que le but du CCU, c'est de regarder l'intégration architecturale. Donc, par exemple, sur une rue, non seulement c'est le bâtiment qu'on regarde, mais c'est l'environnement immédiat, les éléments historiques qui sont voisins. Et là, je comprends que mon commentaire ne s'applique pas à tous les bâtiments qui sont représentés par tous les participants qui sont en ligne actuellement. Il y en a qui ont des bâtiments détachés en banlieue, il y en a d'autres qui ont des bâtiments en plein centre d'un arrondissement urbain c'est jointif avec des bâtiments d'époque ou avec un statut patrimonial. Donc, ça peut rapidement se compliquer. Donc, je vous dirais là-dessus, l'architecte, c'est la bonne personne pour vous guider à travers cette démarche-là. Et il faut quand même considérer que le volet subjectif qui est introduit par le rôle du CCU dans l'examen des plans d'intégration et d'aménagement architectural, là, les PIA ou les projets particuliers, ce qu'on appelle les PPC-MOI, c'est quelque chose d'assez complexe à aborder. Et donc, vous avez besoin d'assistance, c'est automatique. Donc, selon la nature de votre projet, c'est bon dès le départ de savoir quelle est la trajectoire réglementaire que vous devez suivre.
parce que vous avez plusieurs règlements qui peuvent s'appliquer. Tu sais, par exemple, à Montréal, il y a des règlements d'arrondissement. Il y a des règlements au central qui s'appliquent à l'ensemble de la ville. Et évidemment, vous avez le Code national qui, lui, dans sa version québécoise, ce qu'on appelle le Code de construction du Québec, est sous la juridiction de la Régie du bâtiment. Fait que, normalement, l'architecte est capable de transiger avec les différents niveaux de réglementation pour s'assurer que votre projet est conforme à la réglementation. Donc, tout va bien, on a fait la demande et puis ensuite, on s'en va, on espère qu'on obtient le carton pour le mettre dans la fenêtre, parce que le permis doit être affiché, évidemment, pour qu'on puisse commencer les travaux. Ceci dit, la question sur les délais, évidemment, ce qu'on voit, c'est que ça encourage la délinquance, étant donné que les processus d'approbation sont très lourds, très, très longs. Et on ne les voit pas souvent, les inspecteurs au chantier, les inspecteurs de la ville. Donc, il y a comme une frilosité quant à l'examen des plans et devis. Puis ensuite, quand les travaux commencent, il y a très peu de contrôle in situ là, sur le site pour venir voir si les travaux sont réalisés tels que le permis approuvé. Alors, ça, c'est un peu malheureux, là, mais c'est la conséquence négative du fait que les processus d'approbation sont très lourds. Alors, ça, c'est pour la vérification. Dans le fond, j'ai un petit peu divergé, mais j'espère que ça peut vous avoir été utile. Donc, la question maintenant qui survient, c'est est-ce qu'on doit obtenir notre permis avant d'aller en appel d'offres? Imaginez que vous n'avez pas obtenu votre permis, vous êtes en démarche, vous avez déposé, votre professionnel ou le syndicat a déposé une demande de permis, et que là, vous allez en appel d'offres. En fait, vous préparez votre appel d'offres, vous avez des soumissionnaires invités, vous donnez les copies de plan et devis, dépose des prix, la vie est belle, mais là, vous n'avez pas votre permis encore, puis vous n'avez pas complété votre processus d'approbation. Et ça revient avec des changements, des exigences de la ville. La ville veut avoir des changements. Bien là, ça vous place dans une drôle de situation, parce que vous allez devoir faire réviser vos dessins. Vous allez devoir peut-être discuter avec l'entrepreneur qui est arrivé avec la meilleure proposition financière. Comment ça affecte son budget proposé, ces changements-là qui sont introduits par la ville. Donc, c'est un peu, ça crée un malaise et une difficulté de gestion additionnelle dont on pourrait bien se passer parce que c'est déjà assez compliqué en temps normal dans un processus normal. Donc, ma recommandation à vous, c'est d'essayer d'obtenir le permis avant de déclencher l'appel d'offres. OK? Pour deux raisons. Premièrement, si on a obtenu le permis, c'est parce qu'on a bouclé la portée des travaux puis on a une bonne compréhension de ce qu'on veut faire. Et on est à l'aise avec les plans qu'on a déposés pour le permis. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'une documentation technique vraiment exhaustive pour obtenir un permis. Je donne un exemple. Si on change de matériau, qu'est-ce qui va importer pour la ville? C'est l'apparence générale des murs extérieurs. Mais les détails de construction, la jonction des produits, le devis des produits, le type de membrane par pluie qu'on va installer en arrière du mur, les solins intramuraux, tous ces détails-là, la ville n'en a pas grand-chose à cirer dans le fond. Donc, il est possible, quand les plans sont suffisamment élaborés, plans et devis, d'aller, même, on peut aller avec plan, avec des notes générales, faire une demande de permis. Et là, le professionnel peut compléter l'information pour que, quand on obtient le permis, on lance l'appel d'offres. C'est la façon sécuritaire de travailler. Maintenant, quand on a des délais serrés, quand on est à côté sur l'hiver, parfois on va travailler différemment. C'est au professionnel d'évaluer quel est le niveau de risque quant à l'obtention du permis. Si on va simplement remplacer une membrane existante sur une toiture à bassin par une autre membrane, il est fort probable qu'on n'aura pas de difficulté à obtenir un permis, donc on pourrait lancer un appel d'offres de couvreur, par exemple, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir un général sur un chantier. Ça peut être un appel d'offres auprès de couvreurs, parce que ce sont des travaux strictement de couverture. Là, à ce moment-là, ça peut se faire en parallèle. Donc, il y a une interprétation à faire en fonction de la nature des travaux avant de décider si on va demander à obtenir le permis avant de lancer l'appel d'offres. Bon, maintenant, je passe à l'appel d'offres comme tel. Là, maintenant, supposons qu'on a le permis en poche, puis on veut aller en appel d'offres. Puis, en général, quand les plans sont complets, le devis est complet, on peut s'attendre à ce que ça prenne environ 3 à 4 semaines pour un entrepreneur général d'aller chercher des prix auprès de sous-traitants,
Quand le marché est un peu fou, là, comme c'est le cas actuellement, qu'on a de la misère à avoir des prix, là, ça peut être plus long. Il faut laisser un délai raisonnable. Parce que si vous ne laissez pas un délai raisonnable, vous allez avoir des prix n'importe quoi. Vous allez avoir des écarts extrêmes entre le plus bas soumissionnaire et le plus élevé. Ça va être très désagréable à gérer. Donc, c'est important de laisser un délai raisonnable. En général, nous autres, on recommande minimum entre le moment, la date de lancement de l'appel d'offres, la date de clôture de la réception des soumissions, environ un mois. Ça dépend toujours de la nature du projet. Donc, on lance l'appel d'offres. Quels sont les types d'appels d'offres? C'est assez simple. On a l'appel d'offres sur invitation. On a l'appel d'offres public. Donc, l'appel d'offres sur invitation, c'est qu'on a une liste qu'on a établie de soumissionnaires invités. C'est qui, ces soumissionnaires invités-là? Ben, c'est des gens qu'on connaît, peut-être ont déjà travaillé sur notre bâtiment. Ce sont des entrepreneurs qui nous ont été recommandés peut-être par d'autres syndicats ou par des contacts qu'on a. Ce sont des entrepreneurs qui ont été recommandés également par le professionnel, parce qu'il y en a fait des projets, il y en a vu des bons entrepreneurs puis des moins bons. Donc, c'est très intéressant et moi, je suis toujours partisan du fait qu'on doit avoir des soumissionnaires diversifiés. C'est bon que ce ne soit pas juste le professionnel qui invite les soumissionnaires, qui invite les entreprises, mais qu'il y ait aussi des gens dans le syndicat ou dans le CA qui ont recommandé des entrepreneurs. Comme ça, le libre marché, la libre compétition entre les entrepreneurs peut s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on va avoir un bon prix si on a des bons documents. Et la problématique cette année, en 2021, c'est que beaucoup sont appelés et peu sont élus. Bon, je viens de citer la Bible, ce n'est pas dans le cas du bâtiment, ça. Et on a fait récemment un appel d'offres, on a invité 7 entreprises, dont 5 nous ont dit qu'elles allaient participer, et finalement, on a eu 2 prix. Alors, c'est très frustrant parce que c'était 7 entreprises de bonne réputation, habituées de travailler dans des projets de cette nature, mais la problématique actuelle de rattrapage fait que des projets en cours ou qui vivent des relances retardent les échéanciers. Et donc, on se retrouve avec la difficulté d'avoir plusieurs soumissions conformes quand on lance un appel d'offres actuellement cet automne. Bon. L'an prochain, on espère qu'il y aura un certain retour à la normalité. On peut peut-être constater déjà que le bois d'œuvre est en chute marquée par rapport au prix. Donc, les matériaux semblent vouloir s'en aller vers une stabilité, peut-être en 2022, mais on ne connaît pas l'avenir. Alors, il faut y aller en fonction du marché, puis il faut y aller en fonction du type de travaux par rapport à la période de l'année. Par exemple, ce n'est pas le temps de lancer un appel d'offres pour aller faire des travaux de maçonnerie. C'est trop tard dans l'année. On va se retrouver en conditions hivernales. Bon, quand on est en conditions hivernales, il faut travailler sous abri, il faut chauffer si on veut faire de la maçonnerie. Donc, les coûts peuvent exploser selon la grosseur du bâtiment. Donc, on veut éviter ça. Donc, il faut lancer des appels d'offres pour des travaux de maçonnerie plutôt au printemps pour s'assurer de les faire dans l'année courante. C'est la même chose pour la toiture. On tombe dans une saison en automne où on perd beaucoup de journées parce que les conditions ne sont pas là. Il vente trop, il pleut. 2, 3 jours d'affilée, on a une semaine de perdu. Une toiture, ça ne se fait pas en une journée. Là. Donc, si on a plusieurs milliers de pieds carrés à couvrir, qu'on a 2, 3 étapes, puis après ça, on a de la ferblanterie parce qu'on aura du solinage. À ce moment-là, on va devoir penser à nos travaux de toiture, peut-être lancer l'appel d'offres, préparer nos documents d'hiver, lancer l'appel d'offres au printemps, s'assurer que ça va être fait à l'été, par exemple, tout en tenant compte des vacances de la construction. Parce que quand c'est super beau, il n'y a personne qui travaille, sauf les travaux d'urgence, évidemment. Alors, ça, c'est pour l'appel d'offres sur invitation. On a établi une liste. On a vérifié les références de ces personnes-là, on les connaît ou on a des gens qui les connaissent. Et là, on est à l'aise et on va leur donner, le professionnel va leur donner les plans et devis, incluant les conditions générales. Et là, on lance l'appel d'offres. Et maintenant, je vais vous partager certains formulaires qui devraient normalement accompagner un appel d'offres. Donc, quand on lance l'appel d'offres, bien évidemment, si on ne veut pas se ramasser avec des soumissions manuscrites dont parfois ce sont des torchons illisibles, c'est bon de fournir des formulaires. Donc, nous autres, on a des formulaires normalisés. Et
ce que ça dit dans le fond, c'est que le prix comprend toutes les taxes, les droits de douane, les permis, les licences, les redevances, les coûts d'usinage, de transport, de manutention, d'assemblage, de pesée, d'installation, ainsi que tous les autres coûts connexes. Alors, c'est assez clair que ça comprend tout. Donc, c'est un prix tout compris. Ici, c'est un formulaire avec un prix unique, mais on utilise à l'occasion des formulaires avec des prix ventilés par discipline ou par corps de métier, parce qu'on veut savoir combien ça coûte en maçonnerie, en électricité, en plomberie. Donc, ça, c'est un formulaire de soumission. Ici, c'est un formulaire de référence. Quand on élargit pas mal la demande d'entrepreneurs, parfois on en a des pas connus, alors là, on leur demande de nous fournir 3 références avec des noms de représentants, que c'était quoi le projet, à quelle année les travaux. Ici, c'est un formulaire de résolution pour autoriser la signature des documents. Bon, qu'est-ce qu'on veut éviter avec ce formulaire-là? On veut éviter qu'un entrepreneur fait une soumission signée par quelqu'un dans l'entreprise. Il s'avère qu'il est le plus bas, mais il s'est trompé de 50 000 dans son prix. Et là, on lui annonce qu'il est le soumissionnaire adjudicataire et avec nos félicitations, on voudrait signer un contrat de construction. Et là, le soumissionnaire réalise son erreur et nous rappelle en disant ben ça a été signé par Jacques ou par Charles ou par. Puis les autres, ils n'ont pas le droit de signer ça. Là. On a eu un malentendu. Ce n'est pas eux autres de signer la soumission. Là. Donc, notre soumission n'est pas valide, on se retire du projet. Donc, c'est à ça que ça sert. C'est que une compagnie qui se respecte doit autoriser le signataire pour le projet et doit fournir une résolution. Et c'est très important quand on est un syndicat de copropriété de savoir que notre soumissionnaire est autorisé à présenter une soumission en bonne et due forme et à engager son entreprise. Tantôt, on va parler des cautionnements, mais pour l'instant, c'est ça. Ensuite, là, on a un petit formulaire de statut juridique du soumissionnaire. Si c'est une entreprise, une compagnie, etc. Est-ce qu'il y a des références bancaires? Sa licence de régie du bâtiment, on veut savoir son numéro, sa date d'expiration. Ce sont des informations sans trop entrer dans le détail qui nous permettent de compléter, dans le fond, l'analyse des soumissions reçues. Donc, ça nous aide, dans le fond, à voir là, le sérieux des propositions, puis à faire une recommandation ensuite au syndicat. Exiger tout le temps une recommandation écrite de la part de votre professionnel. Comme ça, vous avez une trace papier que l'analyse a été faite, l'analyse des soumissions déposées, et que vous avez été conseillé adéquatement et que vous avez fait un choix éclairé. Ce n'est pas juste par hasard que telle entreprise a été choisie. Des fois, il peut y arriver qu'une soumission n'est pas conforme, puis elle est rejetée même si elle était plus basse. C'est le cas parfois, on voit des soumissions où quelqu'un a ajouté des exclusions. Là. Je ne sais pas, moi, il va écrire sur son formulaire de soumission, je ne sais pas, les frais de transport ne sont pas inclus ou les frais de location ne sont pas inclus, des choses comme ça. Donc, ça vient fausser un peu les données parce qu'on aimerait que toutes les soumissions soient pour les mêmes travaux, dans les mêmes délais, avec les mêmes contraintes. Donc, ça, c'est au professionnel de vous assister là-dedans. Donc, ça, c'est l'appel d'offres. Évidemment, il y a aussi le système électronique d'appel d'offres du gouvernement qui aussi permet quand on fait beaucoup aussi des interventions pour des coopératives d'habitation, on utilise ce système-là pour aller en appel d'offres public. C'est toute une autre stratégie. Il y a des formulaires à utiliser. Il y a une façon de déclarer le projet. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et en général, dans les projets qu'on fait quand on assiste les syndicats de copropriété, on n'utilise pas l'appel d'offres public parce qu'on préfère y aller sur invitation, étant donné que on aime bien s'assurer au départ que les entrepreneurs généraux sont habilités à travailler dans des milieux de copropriété. Par expérience, quand on doit entrer à l'intérieur du bâtiment, je te donne juste un exemple, si j'ai des travaux à faire au 7e, la façon de protéger les ascenseurs, de protéger les corridors, les tapis, d'interagir avec les copropriétaires, l'observation des règles sanitaires actuellement, la politique du tabac, tous ces éléments-là font que c'est tout à fait essentiel
de pouvoir compter sur des entrepreneurs qualifiés et habilités à travailler en milieu de copropriété. Parce qu'un milieu de copropriété, c'est un environnement particulier pour un entrepreneur. Alors voilà, donc je vous ai présenté les formulaires. Donc je vais terminer rapidement avec le contrat de construction. Et donc, il y a plusieurs types de contrats de construction, évidemment. Quand les travaux sont très peu complexes, on peut y aller sur un bon de commande qu'on appelle, c'est-à-dire un petit document que l'entrepreneur prépare où il dit qu'il va exécuter les travaux pour telle somme. Et autrement, si on a des travaux plus substantiels, on va utiliser des contrats normalisés qu'on appelle les CCDC, donc les documents de construction canadiens. Pour les mandats forfaitaires, par exemple, c'est le CCDC2. Je vais vous montrer brièvement quand je vais avoir fini de mon explication. S'il y avait un seul point à retenir dans la négociation du contrat, c'est qu'il est absolument essentiel que dans le contrat de construction, il y ait une référence directe aux documents d'appel d'offres, aux plans et devis de l'architecte et ou de l'ingénieur. Pourquoi? Trop souvent, j'ai vu des syndicats obtenir des soumissions par eux-mêmes qui ne faisaient pas référence aux plans et devis, qui avaient servi à élaborer cette soumission. Donc, l'entrepreneur écrivait une description de son cru. Alors, il disait, il faut enlever la membrane de toiture, remplacer le bois pourri. Là, il réécrit pratiquement un autre devis. Là, par la suite, le syndicat nous dit, voudriez-vous assurer la surveillance des travaux? Oui, mais en me basant sur quoi? L'entrepreneur, lui, il dit, j'ai soumissionné sur ma description, je n'ai pas soumissionné sur rien d'autre. Et nous, on dit, tu as utilisé nos plans de vie pour soumissionner, donc tu dois respecter tous les éléments des plans de vie. Alors, voyez-vous le conflit potentiel? Donc, à retenir, toujours avoir une mention directe dans le bon de commande ou dans le contrat aux plans et devis, puis que ça doit être conforme aux plans et devis qui ont servi à la soumission. Très, très important. Sinon, on s'en va dans une zone de turbulence. Voilà. Maintenant, au niveau des contrats, je vais vous présenter peut-être le plus courant des contrats qui est le CCDC2. Donc, ici au Québec, c'est très, très fréquent comme utilisation. Alors, c'est le CCDC2, donc c'est le Comité canadien des documents de construction qui a élaboré un document tout à fait transparent c'est la version actuelle. En fait, le 2008, ça n'a pas été renouvelé, c'est encore valable. Donc, dans ce document-là, il y a toute une série de clauses qui gèrent, dans le fond, la relation entre l'entrepreneur et le client, qu'on appelle le donneur d'ouvrage ou qu'on appelle le maître de l'ouvrage. Ça, c'est le syndicat qui représente l'ensemble des copropriétaires. Donc, il y a des conditions générales qui sont énumérées là. Il y a des conditions relatives au paiement, la défaillance, etc. Donc, c'est un document qui est relativement simple à remplir, où on exprime dans le fond quelles sont les parties au contrat. Ensuite, on va définir l'ouvrage, brièvement. On va définir la date de début des travaux et la date souhaitée pour les compléter. Ensuite, il va y avoir ici les documents contractuels. Là, on va mettre la liste de tous les dessins des devis de façon à ce que l'entrepreneur soit vraiment lié par contrat à respecter et à faire des travaux conformes aux plans et devis. Très, très important, cette partie-là. Ensuite, le prix, il est établi comment? Le prix du contrat, les taxes et comment est-ce que s'il y a des charges, quelle sera la retenue? S'il y a des charges ou des frais d'intérêt, quels seront-ils? C'est ici qu'on parle d'intérêt. Et vous voyez, déjà, on est rendu à la signature. Donc, maître de l'ouvrage, qui serait le syndicat dans ce cas-ci, l'entrepreneur général, qui serait l'adjudicataire, c'est-à-dire l'entrepreneur qui a fourni la soumission conforme avec le montant le plus bas. Parce que souvenez-vous, si je suis en appel d'offres par invitation, ça veut dire que n'importe quel cheval peut gagner la course. Parce que j'ai vérifié au préalable qu'ils sont des gens respectables, habilités à travailler en milieu de copropriété, qu'ils ont une licence, qu'ils sont solvables. Donc, l'entrepreneur général adjudicataire, dans ce sens-là, quand on a fait un appel d'offres sur invitation où il n'y a pas d'inconnu, on peut s'attendre à ce que le prix le plus bas soit le prix le plus raisonnable
pour l'ouvrage. Et là, le professionnel va analyser ça. Il va regarder les écarts types entre les montants par rapport à la moyenne, et parce qu'il faut éviter que le plus bas se soit trompé, on se comprend. et donc, là, c'est là qu'on va inscrire au contrat les données de l'entrepreneur général. Et le professionnel, lui, sert un peu de témoin, si on veut. La langue du contrat, puis finalement, les signatures. Alors, vous voyez, le CCDC2 pour un contrat à forfait, donc un montant fixe préétabli, c'est relativement simple. Pour les autres pages, il y a les définitions et il y a des conditions normales du CCDC2. En général, quand on signe ça, nous autres, c'est assez fréquent avec des généraux. Les gens sont à l'aise, connaissent ce formulaire. Bon, il existe d'autres CCDC. Il y a des CCDC sur la gestion de projet, sur le coût majoré. Je vais terminer rapidement en expliquant la différence entre les types de contrats. Donc, on comprend, le contrat à forfait, j'ai des plans et devis, l'entrepreneur a consulté ses sous-traitants, nous a fait une proposition globale, matériaux, main-d'œuvre, taxes incluses, ça coûte tant, un montant fixe, c'est un forfait. Deuxième type de contrat, on n'est pas tout à fait sûr où est-ce que ça va se terminer parce que, par exemple, on a à dégarnir des murs sans connaître ce qu'il y a derrière, le niveau de pourriture, par exemple. Ah, peut-être que ce serait plus approprié d'avoir un contrat à coût majoré. Qu'est-ce que c'est un contrat à coût majoré? C'est que l'entrepreneur doit nous fournir à ce moment-là, selon l'évolution du contrat, toutes les factures de matériaux et les feuilles de temps de ses ouvriers. Et il ajoute à ça un pourcentage, donc une majoration pour ses frais de gestion. Alors, c'est un contrat qui colle à la réalité du chantier. Ça peut être avantageux par rapport à un forfait. Parce qu'un forfait, si on ne connaît pas toutes les problématiques, ça implique que l'entrepreneur, pour ne pas manger ses bas et perdre sa chemise, il doit se mettre une marge. Et parfois, elle est importante. Tandis que le contrat à coût majoré, il y a cet avantage-là, il colle à la réalité du chantier. Par contre, il y a une difficulté évidente, c'est que vous ne pouvez pas avoir le professionnel qui fait une surveillance en continu des travaux. Ça coûterait une fortune, ça ne serait pas économiquement viable de demander à l'architecte d'être là de 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi pour voir il y a combien d'hommes au chantier, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, c'est rarement possible, même avec la meilleure volonté, même avec un bénévole du syndicat, de constater avec précision que les dépenses en temps matériel, matériel, c'est relativement facile parce qu'on aura des matériaux livrés au chantier, on aura des quantités, on aura des bons de commande, des bons de livraison. Mais pour ce qui est du temps, un avant-midi, il y a 2 bricoleurs, le lendemain, il y en a 4. Il y a un manœuvre, il y a un signaleur, il y a un journalier qui passe le balai. Ça varie beaucoup selon la progression du chantier. Donc, il est difficile à exercer une surveillance sur les contrats à coût majoré. Et finalement, je termine avec la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, c'est un autre type de contrat, c'est-à-dire qu'il y a un entrepreneur général qui s'engage à aller chercher pour chacun des sous-traitants 3 soumissions, à les présenter au syndicat. Et là, le syndicat dit, je retiens celle-ci, je retiens celle-ci, je retiens celle-ci. Et là, le gestionnaire de projet, lui, va assister à l'engagement. Il va aussi charger un pourcentage sur un markup, une marge supplémentaire sur chacun des contrats négociés. Et il va gérer l'ordonnancement, c'est-à-dire qui rentre au chantier quand, la succession des sous-traitants, comment ça se passe. Il y a un élément de risque dans la gestion de projet, c'est que le contrat est entre le syndicat et le sous-traitant. Donc, ce n'est pas tout à fait une relation avec la distance juridique nécessaire pour certains types de travaux. Donc, ça, vous devrez, si vous voulez entreprendre ça, je vous conseillerais peut-être de consulter votre conseiller juridique pour voir si, au niveau juridique, ça n'engage pas la responsabilité des membres du CA. OK? Donc, en résumé, sans vouloir tomber dans des trucs hybrides, là, on a le contrat à forfait, le contrat à coût majoré et la gestion de projet. Alors, selon le type de travaux que vous effectuez, votre professionnel devrait pouvoir vous conseiller quelle est la meilleure formule. Sur ça, je m'arrête. Donc, je vais terminer ici et on se retrouve donc tout à l'heure. Merci.